Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. Voiture. Engagement. Nos stairways, c'est dingue. Vous l'aurez compris, il m'a été difficile de ne choisir qu'une seule réplique à insérer au début de ce podcast. Si vous avez plus de 30 ans, il y a fort à parier que vous avez entendu, voire même prononcé, ces phrases cultes. C'est sans doute là la marque d'un film générationnel, car ce long métrage sorti en 1992 porte vraiment tous les stigmates de son époque. Les lecteurs de cassettes audio, les jeans troués, bon bien qu'ils soient revenus à la mode récemment, le heavy metal, etc., etc., etc. Wayne's World de Penelope Spheris, c'est le film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Gigateuf, Kinou. Gigateuf, Marie. Là, on vient de réaliser un rêve presque. Carrément. C'est un accomplissement pour nous que de pouvoir dire gigateuf à la radio, c'est cool. C'est cool. Wayne's World, waouh. Ouais, bah voilà, bon, c'est un film culte autant pour toi que pour moi. Ah ouais. Plus pour toi même peut-être. Je sais pas si on peut comparer, mais en tout cas pour moi c'est un des. En tout cas, si je dois dire le nombre de répliques que j'arrive à caser dans une conversation entre guillemets normale, parce que ça devient un objectif pour moi à des moments donnés de dire attends, je suis en train de parler avec un mec, je vais essayer de placer une ou deux phrases pour voir s'il détecte. Bon, souvent il détecte pas. Donc j'ai deux films comme ça avec lesquels je joue beaucoup sur les phrases. Il y a Le Bon, la Brute et le Truand. Dans un style complètement différent. Dans un style différent. Et quand je commence à dire à un mec, le monde se divise en deux catégories. Et si je vois qu'il tilte pas, c'est qu'il a pas vu le film et que je peux y aller, et que je peux envoyer du lourd sur les références. Et puis il m'arrive deux fois quand on me dit attention en voiture et que je réponds engagement. Voilà. Voilà, pareil, je vois qui a vu le film ou pas et qui est-ce que ça a marqué ou pas. Mais c'est un film qui est, je vais pas dire une élite parce que c'est pas le cas du tout. Non, mais comme les membres d'une secte, en fait, on se repère entre nous quand on a vu Wayne's World plein de fois. Ouais, exactement. Mais c'est un film, tu l'as dit, qui appartient à une époque vraiment. Ouais. Tu sors ce film-là aujourd'hui, ça fait un four obligé, quasi obligé. Et pourtant, franchement, c'est cultissime parce que t'as plein de références à plein d'autres choses. Quand tu regardes Wayne's World, en fait, ça peut te paraître être un film con et dans l'absolu. Ouais, enfin, oui, bah c'est pas un film extrêmement profond, mais c'est pas très profond, mais au final, culturellement parlant, il peut t'apporter beaucoup parce qu'il y a plein de références à d'autres trucs que t'as pas forcément vu avant de voir Wayne's World, qui de coup te donne envie de le regarder. Je sais pas, on va parler probablement de la scène avec Bohemian Rhapsody, tu vois. Ouais. Mais en fait, je dois reconnaître, moi j'ai vu le film, je dois avoir 13 ou 14 ans. Il est sorti en 92. Ouais, donc je suis de 82, tu vois, c'est cohérent, parce que je l'ai vu sur Canal+, je pense. Et en fait, Bohemian Rhapsody, moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est en regardant le film. Je trouvais ça cool, ça m'a donné envie d'écouter d'autres trucs de Queen, etc. Il y a plein de trucs comme ça dans le film qui te disent, si t'as pas vu les références, t'as envie de les comprendre. Du coup, tu vas voir les œuvres auxquelles ils font référence. Et quelque part, on peut dire du coup que Wayne's World est une œuvre qui te permet culturellement de progresser. D'élargir tes horizons. Exactement. Mais tu vois, c'est ce que je me disais, on est une des premières générations où en fait les œuvres de fiction font de nombreuses références à des films ou des séries cultes en fait. On est une des premières générations à avoir connu certains films ou certaines musiques ou quoi à travers des films. Par exemple, Psychose. Bah, moi, la première fois que j'ai vu Psychose, je me suis dit mais c'était ça en fait dans Wayne's World. Voilà, c'est ça. Parce que bah voilà, la première fois que j'ai entendu le thème de Psychose, c'était dans Wayne's World. Pareil pour le T-1000 de Terminator 2. Ouais. J'avais pas vu Terminator avant de voir Wayne's World. Voilà, mais moi du coup quand j'ai vu Terminator 2, je dis c'est pour ça. C'était pour ça. Et c'est rigolo, je pense que ça c'est vraiment
une expérience qui a été vécue par notre génération. Aujourd'hui, c'est toujours le cas pour les générations suivantes, mais je veux dire, c'est notre génération qui l'a vécu en premier parce qu'il a fallu qu'il y ait quand même une base de référence. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo et il est très riche pour ça, le film, effectivement. Il est Après, bon, je pense souvent considéré comme un truc, une connerie en fait, un truc que tu regardes comme ça. Pour te marrer un bon coup et franchement ça fait l'affaire si tu le regardes comme ça. C'est tout à fait valable. C'est tout à fait valable, mais quand tu regardes un peu l'ensemble des trucs auxquels il fait référence, quand tu regardes le moment auquel il est sorti, quand tu regardes les acteurs qui jouent dedans, qui sont tous issus du Saturday Night Live, qui est juste un truc énormissime aux États-Unis et que j'ai appris à connaître grâce à Wayne's World. Bon, même Michael Myers, qui a quand même une belle carrière après. Dans les films un peu comiques et un peu Austin Powers par exemple, mais quand même il a une belle un beau CV, un beau palmarès. Un beau palmarès. Alors c'est pas le même Michael Myers que celui qui c'est... tue des gens dans Halloween. C'est pas le méchant dans Halloween. Non, Mike Myers, je crois qu'il se fait appeler d'ailleurs l'acteur pour pas avoir de pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je pense. Je peux comprendre qu'il n'ait pas envie qu'on l'associe. Donc Mike Myers du coup, mais moi je le trouve hyper drôle parce qu'en fait c'est un des premiers qui a su manier cet humour un peu grotesque qu'on apprécie particulièrement. Marie, je sais que il est tellement déstabilisant pour certains que du coup il en devient pas drôle, et qu'un truc qui me faire mourir de rire parce que c'est décalé, parce que ça se peut pas en fait. On le retrouve un peu cet humour dans les Y a-t-il un flic. C'était ce que j'allais dire, les Zucker, voilà, les Y a-t-il, les trucs comme ça, les Police Academy aussi. Les Police Academy, un peu les Monty Python aussi à la base. Les Monty Python d'une certaine façon, on manule l'absurde comme ça. C'est très anglo-saxon comme façon d'appréhender l'humour et je trouve que moi en tout cas j'adhère. Je sais que toi aussi, et je sais qu'il y a plein de gens que ça déstabilise complètement et que du coup ça fait pas rire. Ils vont pas trouver ça drôle du tout. Parce que justement ça manque, c'est pas cohérent en fait, mais c'est pas fait pour. Faut juste comprendre ce truc. Mais justement, l'humour dans ce film, il est quand même particulier et je me suis fait la réflexion. Si tu regardes, c'est très absurde, mais c'est jamais scato. La différence avec les films débiles qui sortent aujourd'hui, dont certains me font rire, je critique pas, mais tu vas toujours avoir des blagues sur le sexe ou pipi caca. Genre Scary Movie, quoi. Voilà, Scary Movie par exemple. Qui est pas sorti très récemment, mais non, je vois mais ce que tu veux dire. Dans le style, tu vois, où certains films de Will Ferrell, tu auras beaucoup de références au sexe aussi. Alors que j'adore Will Ferrell, il me fait beaucoup rire, mais moi je regrette toujours un peu ce côté un peu scato ou un peu. C'est vrai que c'est pas du tout le cas dans Wayne's World. Wayne's World, ça, alors à part les chewing, les quelques trucs comme ça, mais très souvent en fait les blagues elles restent assez gentilles. C'est ce que voulaient les producteurs. Même j'ai regardé, il y a le commentaire audio de la réalisatrice sur le DVD. Je suis allée jusqu'à regarder ça, je sais. Rien de très très intéressant cela dit, mais enfin quelques trucs quand même. Elle disait qu'en fait même lorsque les personnages se font mal. Donc par exemple le mec est électrocuté par Garth dans le club ou Stacy, l'ex-copine de Wayne, qui passe par la fenêtre ou qui se prend une bagnole, il va jamais. Voilà, on voit, les producteurs voulaient qu'on voit de façon très claire qu'il ne s'était pas fait mal. Parce que c'était un film PG-13, donc c'est-à-dire il fallait que ce soit accessible aux audiences de 13 ans et plus. Okay. Donc il y a une approche très mercantile derrière tout ça. Alors certes, mais ça reste toujours très gentil. Et aussi, je pense que c'est lié au fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est adapté de l'émission Saturday Night Live. Parce qu'en fait, les personnages de Garth et de Wayne ont été créés dans le Saturday. Alors pas tout à fait dans le Saturday Night Live. Le personnage de Wayne, d'après ce que j'ai lu, il a été créé par Mike Myers. Mike Myers, il est canadien, il n'est pas américain. Et donc, il l'avait interprété dans des spectacles de stand-up qu'il avait créés dans des clubs punk au Canada. Okay. Et avant même d'apparaître à la télévision dans le SNL, il était apparu dans une émission canadienne qui s'appelle It's Only Rock'n'Roll en 87. Sur la chaîne canadienne CBC Television. Et en fait, c'est à partir de cette émission qu'il s'est fait repérer pour le Saturday Night Live, qui était, surtout à cette époque-là, un vivier de talent énorme, c'est-à-dire Will Ferrell, Jim Carrey, Eddie Murphy, c'est énorme, Dan Aykroyd, les Blues Brothers, aussi Bill Murray, enfin voilà, des très 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 grands noms de la comédie américaine. Ils sont tous passés par le Saturday Night Live. Et donc Mike Myers il avait déjà créé le personnage de Wayne, il a aussi créé le personnage de Garth qui deviendra son
son alcoolique, son acolyte, pardon. Il a beaucoup de défauts, Garth, mais il ne boit pas. Non, il ne boit pas. Et donc, ils ont fait toute une série de sketchs. C'est souvent eux qui introduisent les chanteurs rock, par exemple Aerosmith, tu vois, l'émission et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont pu les avoir sur les films. Voilà, aussi, exactement. Ouais, j'avais vu ça. Et par la suite, donc, ils ont décidé de réaliser un long métrage. Et de tous les longs métrages qui ont été réalisés suite à des sketchs du Saturday Night Live, c'est de loin celui qui a rapporté le plus d'argent. Même les Blues Brothers ont rapporté beaucoup moins. Les Blues Brothers étaient aussi adaptés d'un sketch du Saturday Night Live, quand même un film culte, hein. Non, mais c'est clair, ils ont rapporté beaucoup moins d'argent que Wayne's World. Wayne's World, il avait un budget de $20 millions. Il en a rapporté plus de 180 à travers le monde et 120 sur le sol nord-américain uniquement, quoi. Donc c'est dans le top 10 et US de l'année 92, du coup. C'est incroyable. Énorme. C'est incroyable sur un film comme ça. Parce que ça reste quand même une grosse comédie. Ça reste de la bouffonnerie, quoi, quand même. Bien lourde. Bien avouer. Mais ouais, je trouve quand même que c'est plus subtil que ce qu'on veut bien en dire. Oui. Notamment dans justement l'aspect des personnages. Mais ce que tu évoquais, en fait, le fait qu'ils se fassent jamais mal, qu'ils soient plutôt toujours assez bienveillants les uns envers les autres. Et même le film est bienveillant envers ces personnages. Il se moque pas d'eux, en fait. Alors que c'est un peu des gentils losers. L'opportunité serait là. Garth, il est limite intellectuellement dérangé quand même. Je l'adore. Il est particulier. Non, je veux dire, tu croises Garth dans la vie de tous les jours, tu te dis qu'il a un souci. Tu lui confies pas tes enfants, quoi. C'est sûr. Voilà, il est très introverti, en fait, Garth. Donc c'est très dur pour lui dans certaines situations. Et on voit, là, il est traité avec beaucoup de bienveillance, alors que dans n'importe quel autre film, on se serait moqué de lui. Là, c'est pas de la moquerie au sens premier du terme. Alors, on s'amuse de ces traits de caractère qui sont un peu grossiers, un peu rigolos et qui mettent du coup Wayne comme étant un peu le chef de file de leur petit groupe. Wayne est jamais méprisant à l'égard de Garth. C'est son pote. Il l'aime. Je trouve ça super chouette. Mais alors, je pense que cette bienveillance envers les personnages, elle tient aussi au fait que Mike Myers, il a créé ce personnage en se basant sur sa jeunesse à lui et ses potes à lui quand il était plus jeune. Il fait référence un peu à lui-même. Voilà. Parce qu'en fait, lui, il aurait voulu que ça soit basé au Canada, comme il est canadien. Il explique d'ailleurs que la façon de parler de Wayne est très canadienne dans l'intonation. Ah, ok. Et ce que je trouve particulièrement fort, c'est qu'ils ont gardé cette intonation en français. Ah ouais, ils ont réussi. En fait, si tu écoutes bien, l'intonation de la voix remonte tout le temps, comme si on posait des questions tout le temps. No stairway, c'est dingue. L'anglais, on a toujours des variations d'intonation en fonction des accents, elles vont être différentes. Mais c'est un peu les montagnes russes, l'anglais. L'intonation, elle monte et elle descend tout le temps. Le français, c'est très monocorde, en fait. On est toujours un peu sur la même fréquence. Et je trouve qu'arriver... alors, celui qui double Wayne, c'est Emmanuel Curtil, qui a aussi doublé Jim Carrey, Chandler dans Friends, Le Roi Lion. Enfin, il a fait... Bon, sa voix, vous la connaissez tous, ça, Emmanuel Curtil. Et on a toujours cette espèce de petite remontée comme ça, qui lui confère un peu ce côté très particulier dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que c'est devenu culte, parce que ça reste dans l'oreille, en fait. Ouais, c'est clair. Parce que t'as tellement de phrases cultes dans ce truc. Alors, tient aussi, je pense. Ça tient aussi, oui, il faut quand même le dire. Parce que là, pour le coup, une fois n'est pas coutume, mais je pense qu'on va tous les deux avec Marie vous conseiller de regarder plutôt la version française. La VF, ouais. Ce qui est assez incroyable pour moi. Moi aussi, c'est vrai qu'en principe, je préfère les films les VO. Là, pour le coup, la VF est tout indiquée. Pourquoi ? Parce que c'est Alain Chabat et Dominique Farrugia qui ont été chargés de faire l'adaptation de la traduction. L'adaptation, ouais. Sachant qu'ils étaient fans tous les deux du Saturday Night Live, ils disaient que ça a été une grosse inspiration pour leur sketch à eux. Ça se voit. Ça se voit. Et c'est eux qui ont fait l'adaptation et elle est géniale. C'est génial. Ouais, moi je trouve que franchement la version française, alors peut-être parce que c'est aussi sur cette version-là qu'on a découvert le film. Ouais, on a grandi un peu avec, donc je pense qu'on n'est pas forcément objectif. Et que du coup les phrases cultes, on les connaît en français, mais je trouve quand même que ils ont fait ça avec beaucoup de talent et tu retrouves la marque, la patte presque des nuls. Des nuls, c'est sûr. Sur le côté, parce que c'est pareil, dans La Cité de la Peur, tu as plein de phrases aussi que tu peux citer. Que tu peux citer de la peur, du coup. Voilà, dans La Classe américaine, film un peu moins connu que les deux autres, mais c'est pareil, tu as aussi des moments ou des petites phrases comme ça que tu peux ressortir et ça fait rire tout le monde, enfin tous ceux qui ont vu le film, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Tu retrouves ce truc-là dans la traduction de Wayne's World et il y a plein de trucs qui, je pense, sont pas dans la version américaine. Alors oui, moi j'ai regardé la VO là justement parce que je le connais tellement bien en VF que je suis capable de savoir ce qu'ils disent en fait. Et il y a plein de moments où les répliques sont juste
il y a rien de très drôle en anglais. Moins savoureuse. Et où en français, tu te marres chapeau parce que c'est pas facile, je pense, d'adapter. C'est clair. Ouais. Tu peux te planter au bout fort en fait. Là, si la traduction est pas costaude, tu passes. Enfin, tu peux en faire un énorme navet en fait de ce film-là. Alors, il est considéré par certains comme tel. Hein. Alors moi je me souviens, pour la petite anecdote, je l'avais loué quand j'habitais en Italie avec mes 2 colocs, Vincent et Jérém, si vous passez par là. On se faisait régulièrement des soirées DVD, donc en fait chacun d'entre nous on avait des goûts très très différents. Et donc chaque soir... Tu l'auras... ok, bon. Voilà, donc moi je leur ai fait bouffer... choix, Marie. Je leur ai fait bouffer pas mal de comédies romantiques, mais j'avais choisi un jour Wayne's World aussi, parce que je pense que c'était une petite... la maison devait me manquer, tu vois. Okay. Donc un soir, chacun choisissait son film et on regardait les 3 films d'affilée. En fait, c'était nos soirées DVD. C'était super cool, remarque, hein, parce que du coup, on exposait les autres à des trucs qu'on n'aurait pas nécessairement vus. J'ai vu des trucs super grâce à eux. Ils ont vu des belles merdes grâce à moi, dont Wayne's World. Je me souviens qu'ils l'avaient jamais vu et que leur réaction à la fin du film, je me souviens de Vincent qui se tourne vers moi et qui me dit: eh ben c'était caca. Ouais, non, je comprends, tu vois, que tu puisses avoir cette... justement, si t'as pas l'esprit un peu... je vais pas dire dérangé, mais... non, mais tu comprends ce que je veux dire. L'humour, il est quand même très particulier. Faut adhérer, quoi. C'est sûr. Une fois que t'as adhéré au truc, tu peux y aller à fond et du coup tu t'éclates, mais je comprends que tu puisses avoir une aversion profonde. Rémi mon mari donc ne l'avait jamais vu, je lui ai montré et il a pas aimé du tout, mais en fait il m'a dit j'ai aimé mais après coup. Sur le coup il a vu le film, il a dit c'était une daube, et après par contre il était tout content de pouvoir utiliser les répliques, et tu vois, il me dit en fait c'est un film que tu apprécies mais après l'avoir vu, parce que ça te permet d'intégrer certains cercles d'une certaine façon. C'est une façon de voir les choses, c'est vrai. Mais alors, ce qui est vrai aussi, c'est que tu vois, j'ai lu un truc avec beaucoup d'intérêt, un mec qui s'est livré à une petite expérience, qui était fan du film Wayne's World. D'accord. Et qui a 2 ados en fait dans ses enfants, et donc il leur a demandé de regarder le film chacun de leur côté pour pas qu'ils échangent de point de vue, et après de pouvoir témoigner de ce qu'ils avaient vu. Et en fait, les gamins, ils ont trouvé ça mais nul à chier. Vraiment, ils ont trouvé ça pourri, ça les a pas fait rire à aucun moment. Bon, l'histoire, c'est vrai que c'est juste un prétexte aux gags qui vont avec. Donc si tu adhères pas aux gags, c'est difficile de s'accrocher au film. C'est sûr. Mais du coup, ils ont trouvé ça nul. Ils ont dit à leur père, mais qu'est-ce que tu regardes ? Et en fait, moi, ça m'a fait penser... c'est vrai, surtout sur les comédies, sur les films humoristiques, où en fait l'humour change tellement vite. Ce qui fait rigoler une génération évolue beaucoup. C'est encore peut-être plus vrai pour Wayne's World, parce que vu qu'il y a plein de références. C'est hyper daté, années 90. Années 90, ouais. Et t'as plein de références à des trucs des années 90 que les gens connaissent pas forcément aujourd'hui, parce que c'était des trucs qui étaient à la mode à l'époque, mais qui sont plus vraiment d'actualité. Tout à fait d'actualité. T'as les cassettes audio, enfin t'as tout ça, ouais. Et je pense que tu vois, c'est comme quand nos parents voulaient nous montrer une bonne grosse comédie, que ils avaient trouvé ça super rigolo, et au final, bon, ça te faisait un peu sourire. Moi, j'ai souvenir de, tu vois, on m'avait montré Les Bronzés font du ski, en disant c'est vraiment super marrant, moi je peux le regarder 10 000 fois, je me fous la gueule à chaque fois. Bon, c'est amusant, tu vois, mais j'ai pas trouvé ça... Ouais, nous, c'est pas ça nous a jamais trop... on aime bien, mais c'est pas... pleurer de rire. Ouais. J'ai pas d'aversion pour Les Bronzés ou quoi, j'aime bien. Je trouve ça rigolo, sympathique, plutôt convivial, parce que tout le monde connaît tout ça, mais c'est pas un truc qui me fait pisser de rire. Je me souviens de notre grand-père ou de nos grands-parents qui nous montraient Don Camillo ou Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, notre grand-père il était mort de rire devant Laurel et Hardy, quoi. Ou Gigabanas pour... Oui, référence obscure. Bon, là, je pense qu'on est le seul podcast au monde qui fait référence à Gigabanas. Allez voir si on trouve un truc sur internet, on est preneur. Mais en fait, ça me faisait pas marrer. Je regardais pour leur faire plaisir, pour passer un moment sympa avec mes grands-parents, mais je trouvais ça nul. C'est sûr. Donc je pense que c'est un film comme ça, en fait. Wayne's World, c'est un film qui fait marrer une génération, et encore pas tout entière. Ouais, pas tout entière. Mais une partie de la génération, voilà, qui avons grandi dans les années 90, parce que on s'y retrouve, et voilà. Mais puis je pense qu'à l'époque, c'était assez novateur comme style, c'était assez différent. Je pense que
il y a une différence entre ceux qui l'ont découvert à l'époque et ceux qui le découvrent plus tard, en fait. C'est pas possible. C'est tellement ancré dans les années 90 que voilà. Mais bon, il y a des trucs moi qui m'ont fait pisser de rire quand je l'ai vu, vraiment à pleurer de rire, mais vraiment au sens, littéralement quoi. J'arrivais plus à m'arrêter, je pleurais de rire quand il va chercher sa guitare, Excalibur, etc. Mais ça, je me rappelle, c'est un moment ça m'a éclaté vraiment, quoi. Et maintenant, en fait, j'attendrais que les gens à qui je montre le film aient les mêmes réactions au même moment. En fait, c'est pas le cas du tout. Non, c'est pas possible. Tu l'avais découvert tout seul ou tu l'avais regardé avec quelqu'un ? Non, celui-ci, je l'ai découvert tout seul. Et après, j'ai diffusé assez largement au sein du cercle familial. T'as été la seule à être assez réceptive. Au début, je sais même pas je pense que je l'étais pas, j'étais trop petite. Mais même, en fait, moi je l'ai vu, comme je dis, j'avais 13 ou 14 ans. Ouais. Il y a plein de trucs aussi que j'ai compris un peu plus tard, tu vois. Ouais, non, c'est un film de geek, je pense aussi. Oui, aussi, oui, c'est sûr. Quand t'as pas les références, il y a quand même pas mal de références un peu geekos sur les bords, faut dire ce qu'il y a. Et puis même la musique, c'est très heavy metal en fait. C'est très heavy metal. Mais alors pour le coup, c'est pas du tout. C'est ça aussi qui m'intéressait de savoir parce que c'est pas du tout ton style de musique. Alors à l'époque un peu plus. Ouais, j'ai quelques styles de musique, mais j'écoutais beaucoup Nirvana et tout ça. Oui, c'est vrai que t'écoutais beaucoup Nirvana. C'est vrai. Et la bande originale du film, elle est quand même énorme. Est géniale. Elle est géniale parce que t'as Bohemian Rhapsody évidemment, mais t'as aussi les Red Hot, t'as Alice Cooper. T'as plein de groupes Hendrix. Et tu vois, pour la petite anecdote, donc Bohemian Rhapsody, grâce à Wayne's World, ils ont atteint la deuxième position des charts. C'est incroyable. Alors que en fait, il était sorti presque 20 ans plus tôt. En fait, c'est ça. Et en fait, pour la petite histoire, alors malheureusement, Freddie Mercury est mort quelques mois avant la sortie du film, mais il avait validé en fait l'utilisation de la chanson. Et donc là, c'est le petit caméo du jour dans le film Bohemian Rhapsody. Oui. C'est donc Mike Myers qui joue le rôle du producteur qui hésite à sortir la chanson parce qu'elle est trop longue et qui dit jamais on verra des jeunes cons bouger la tête, faire du headbanging sur la chanson. Sur la chanson. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils font ce qui se passe dans Wayne's World. Ouais, donc là, le petit caméo, la petite référence sympa et rigolote. Alors, les producteurs, en plus, ils voulaient pas Bohemian Rhapsody, ils voulaient Guns N' Roses. Qui fait partie, je pense, en plus. Oui, je crois qu'il y en a des chansons de Guns N' Roses dans la BO. Mais du coup, Mike Myers, il dit qu'il aime beaucoup Guns N' Roses, que c'était pas le problème, mais que lui, il voulait vraiment Bohemian Rhapsody. Parce qu'il imaginait vraiment la scène là-dessus, quoi. Donc il a dû se battre un petit peu pour que ça soit cette chanson qui soit validée. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la partie sur Bohemian Rhapsody, donc la séquence. Ouais. Alors déjà, ils sont très drôles dans la voiture à chanter. Et en fait, il te présente les personnages. C'est quasiment un générique, en fait, Bohemian Rhapsody. C'est un excellent moyen de te présenter les personnages. Ouais. Et de te présenter surtout leur environnement. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, ils font plein de plans sur la ville. Donc, sur les restos où ils vont, les boîtes où ils sortent, etc. Mais en fait, la ville, si tu regardes, là, c'est enjoué, la musique est sympa. Elle est pourrie. Mais en fait, c'est quoi ? C'est des chaînes de fast-food, des cassos. Enfin, rien de folichon, en fait. Et, bon, ils sont ensemble, ils sont contents, c'est des bonnes natures, quoi. Mais la chanson, elle se termine quand même par « Nothing really matters to me », donc rien n'est vraiment important pour moi. Et ça pose un peu la question, moi je trouve que c'est plus subtil qu'on ne le croit, cette scène. Ça pose un peu la question de l'ambition de ces jeunes, en fait, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités qui s'offrent à eux. Alors dépeint complètement différemment, mais ça renvoie un peu à ce qu'on disait autour du film La Haine. La Haine, ouais, complètement. Quelles sont les perspectives pour ces jeunes. Donne à ces jeunes-là. Ouais. Parce que l'idée de No Future, elle est un peu là. Quand Wayne il parle de ses jobs, au début, il se présente, il parle directement à la caméra. T'es employé du mois 360. Voilà, il parle des différents fast-food où il a bossé. Et on voit que la ville, en fait, elle lui offre pas grand-chose de mieux. Et la réplique, c'est une réplique que j'adore. Pendant 1 an, j'ai cru que j'avais une mononucléose. En fait, c'était juste de l'ennui profond. Je trouve que c'est une des meilleures répliques du monde, quoi. Et ça montre à quel point, mais il se fait chier, quoi. Cette vie, elle est pas stimulante du tout. Pas du tout, ouais. Et finalement, oui, c'est des espèces de losers, mais c'est un peu le self-made man, Wayne, parce que sous ses dehors de fumiste excentrique, il a quand même réussi à créer sa propre émission de télé et à se faire repérer par des gros producteurs, quoi. Il arrive à sortir avec la femme la plus magnifique, grosso modo, c'est l'incarnation de tous les fantasmes masculins, Tia Carrère, quoi.
tu vois, tu te dis, ça a l'air d'être un loser, mais en fait, ça l'est pas du tout. Si tu regardes le film, tu regardes l'évolution du personnage. Alors bon, il est juste trop con pour se rendre compte qu'il a vendu son émission pour $5,000, quoi. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. La façon dont la séquence de Bohemian Rhapsody, elle est pas si anodine que ça. Non, elle introduit plein d'idées. Mais le film, globalement, est pas dépourvu de messages un peu plus profonds que juste les gros gags. C'est sûr. Même justement, le fait qu'il se fasse couillonner l'émission, qu'il la brade quelque part, le rapport des sponsors vis-à-vis de l'émission en question, où là aussi c'est l'objet de gags un peu gros, un peu lourdingue, mais c'est marrant, mais du coup ça envoie un message aussi, tu vois. Moi je rapproche beaucoup des films comme Westworld à une série comme South Park par exemple, ou les Simpsons dans une moindre mesure, qui au travers de gags marrants, de situations complètement grand-guignolesques, etc., te font quand même passer des messages sur la société, le monde dans lequel on vit et tout ça. Et je trouve ça intéressant que l'humour un peu gras de ces films ou de ces séries, ou même de ces dessins animés parfois, te fasse réfléchir un petit peu sur le monde. Si tant est que tu sois suffisamment intelligent pour prendre le recul nécessaire et pour comprendre le message qui veut être envoyé. C'est encore plus le cas dans South Park, je pense. Oui. Parce que c'est une série, parce que ça, du coup, avec l'actualité, ils peuvent aussi jongler avec ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde en temps réel, quasiment. En fait, moi, j'aime bien rire d'un truc qui va aussi me faire réfléchir à un moment donné. C'est sûr. Et c'est un peu le cas dans Wentworth, même si c'est moins marqué que dans une moindre mesure, mais c'est vrai que c'est un peu le cas. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, tu vois, aujourd'hui, on est très sur la cancel culture. Il faut plus montrer à l'écran telle ou telle attitude. Voilà. La relation que Wayne a avec Cassandra, je la trouve assez saine, surtout pour une relation filmée à l'époque des années 90. Ouais. Alors bon, oui, certes, il y a pas mal d'objectification, elle est super belle, chewing, bon, okay, on a compris. Ça reste un peu lourd. Bon, mais ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage, et en fait, objectification, oui et non, parce qu'en fait, bon, il la trouve super belle, donc c'est pour ça qu'il tombe sous son charme à la base, mais en fait, il la respecte vachement. Ouais, carrément, ouais. Et c'est un type qui, lui, va nulle part, mais à aucun moment il se sent intimidé et il fait sa pub, il a trop envie qu'elle réussisse en fait. Ça ne remet pas en cause sa masculinité du fait que sa meuf ait plus de succès et plus de talent que lui, au contraire, il est fier. Au contraire, il est fier d'elle, ouais, carrément. Et je trouve ça super intéressant et super rafraîchissant parce que les films de ces années-là, c'était pas toujours des relations aussi saines finalement. Ouais, c'est clair. Et en fait, quand il lui dit mais pourquoi t'es avec moi, elle lui dit bah, parce que toi t'es gentil. Et elle a tout compris en fait, quoi. Elle est pas avec le Benjamin qui est super beau gosse et super ambitieux, parce qu'elle sait qu'à un moment ou à un autre il va lui la faire à l'envers. Donc elle a pas envie de s'acoquiner avec des mecs comme ça, mais par contre Wayne, elle sait que il est fiable finalement. Il la fait rire, il est sympa, il la traite bien. Et puis il est inconditionnel vis-à-vis d'elle. Voilà, c'est ça. Il l'aime quoi. Le seul moment où il se bouge vraiment dans le film, c'est pour la reconquérir en fait. C'est ça. Mais même dans son interprétation, je trouve que Tayaka, elle est plutôt femme forte en fait. Même dans le personnage, c'est une femme. Voilà, le fait qu'elle ait son propre groupe, que ce soit elle la chanteuse, son père avait tout prévu pour elle, une vie beaucoup plus rangée. Ça fait partie des messages, je pense, aussi du film, et le fait qu'elle soit asiatique, c'est pas neutre, je pense, c'est volontaire. Bon, après, elle est superbe dans le film, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et en plus, c'est elle qui chante. Ouais. Elle est artiste, elle est musicienne à la base aussi. D'ailleurs, elle fait partie de la bande originale du film. Elle chante super bien. Ouais. Elle est complètement crédible en tant que leader d'un groupe de métal. Ouais, carrément. On y croit à 100%. Même dans l'attitude, dans les interactions qu'elle a avec les autres personnages, qui sont tous des métalleux, des mecs avec des gros cheveux, des gros tatouages et tout ça, elle tranche pas avec le reste, elle est tout à fait crédible. Et alors tiens, elle a reçu le MTV Awards de l'actrice la plus, on va dire sexy, même si c'est pas tout à fait le mot qui était employé, la plus showing. Ah oui, d'accord. de 1992, du coup, à la sortie du film. Mais alors, je pense que aussi l'image de la femme, elle est intéressante parce que le film est réalisé par une femme. Oui, c'est vrai. Et alors, dans les années 90, ça, c'est rare. Bah surtout un film comme ça, en fait. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une femme qui a réalisé ce truc. En fait, alors, c'est déjà rare de nos jours, hein, les femmes réalisatrices, il n'y en a pas 50 000, mais alors à l'époque, en fait, donc c'est Penelope Spheris, Mike Myers la voulait, et Lorne Michaels aussi, le producteur principal du film, la voulait aussi parce que c'était un pote à elle. En fait, ils ont travaillé sur le Saturday Night Live ensemble. En fait, elle a écrit plusieurs sketchs pour le Saturday Night Live, mais on lui a jamais laissé en réaliser. Et elle disait que c'était un vrai boys club. Voilà, pas moyen pour une femme de s'intégrer. Okay. Mais au moment où ils ont réalisé le film, en fait, les studios étaient pas trop d'accord parce qu'elle n'avait jamais fait de comédie.
Donc ils se sont dit, est-ce qu'elle va y arriver ? Mais elle avait fait un documentaire sur le monde de la musique métal qui s'appelle The Decline of Western Civilization. Donc elle connaît l'univers du coup. Voilà, elle a fait Suburbia, une fiction centrée autour de l'univers punk, et en fait elle est très très métal. Elle, c'est par goût, elle adore quoi. Et dans son reportage, elle a traîné avec des métalleux pendant des mois et des mois pour pouvoir faire son truc. Enfin, elle a vraiment été imprégnée de cette culture. Donc c'est pour ça qu'elle était plutôt indiquée pour faire le film. Et d'ailleurs ça se voit quand elle filme les moments musicaux. Ouais. Elle a réalisé plein de clips aussi, cette nana. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Enfin, ça peut paraître ridicule comme ça, mais en fait, c'est super dur de filmer. Surtout un concert. Un concert, voilà. C'est des concerts essentiellement. C'est super difficile à faire. Et là, vraiment, on sent qu'elle a l'habitude. Je trouve que le film est bien fichu et c'est intéressant de dire que voilà, ça a été réalisé par une femme. Et elle expliquait que sur le tournage, il y avait plusieurs conflits. Donc le tournage a été un tournage éclair. Ils ont tourné ça en une trentaine de jours, ce qui est vraiment court. Ouais, c'est rapide. Et elle expliquait qu'en fait, il y avait toujours des espèces de conflits. Alors, pas vraiment des conflits, mais des différences de point de vue entre Mike Myers, Dana Carvey et elle. Donc, Dana Carvey qui joue Garth. Et donc, elle expliquait que toutes les scènes un peu rigolotes, elle les a tournées de 3 façons différentes. La sienne, celle de Mike Myers et celle de Dana Carvey. Parce que c'était un moyen justement d'éviter les conflits, parce que souvent ils n'étaient pas trop d'accord. Ouais, pour avancer. En fait, elle disait qu'après, dans la salle de montage, elle pouvait choisir, elle se laissait l'opportunité du coup de choisir l'option qui, selon elle, convenait le mieux. Et c'était pas toujours son idée à elle qu'elle choisissait. À l'écran, des fois, elle changeait d'avis. Voilà, exactement. Mais bon, le timing était serré sur une trentaine de jours de faire ça, c'était quand même pas évident. Ouais, c'est clair. Elle disait que justement, c'est ce qui a aussi participé à l'humour assez original du film, c'est qu'en fait tout le monde y allait de ses idées et elle a rien rejeté. Ça se voit parce qu'en plus, c'est pas, il y a plusieurs formes d'humour dans Wayne's World. Il y a le côté très grotesque, très absurde. Absurde. T'as d'autres trucs qui sont plutôt sur des jeux de mots un peu bidons mais marrants. T'as de l'humour un peu situationnel aussi, etc. Donc ça se voit en fait que tout le monde a mis un peu la main à la pâte. C'est sûr. Les petites choses en arrière-plan ou en périphérie qui ont rien à faire là, ça c'est un peu à la Y a-t-il un flic, les situations ubuesques, enfin c'est vrai qu'il y a plein de choses. J'adore le passage où Alice Cooper fait un petit cours d'histoire sur la ville de Milwaukee. Et les Indiens et tout ça. C'est complètement décalé par rapport à son look de métalleux en plus quoi. Et alors dans la VF, je trouve que ça c'est un choix hyper intelligent. Ils l'ont doublé comme on doublait un documentaire en fait. Ouais. Ce qui colle complètement avec ce qu'il dit et ça rajoute encore de l'humour là-dessus. J'ai trouvé ça brillant d'avoir cette idée, j'aurais jamais eu cette idée, je trouve ça super. Je pense que Chabat et Fallujah sont brillants dans leur domaine, c'est sûr, il y a pas à dire, c'est sûr. Autre petite anecdote que j'ai vue en regardant les bonus du DVD, les accessoiristes ont eu un boulot de fou pour ce film. Ah ouais. Alors, rien que la chambre de Garth, fait arrêt sur image sur la chambre de Garth quand il se réveille et que son chien vient lui parler. Non, mais je vois très bien, il y a tous les trucs. Il y a énormément de trucs à voir en fait. Et puis la ceinture pour taser le mec dans le club, c'était tout pour Garth en fait. Hein. La main, voilà, quand on a peur du changement et qu'il tape sur la main comme ça. Le distributeur de bonbons dans la voiture. Il y a tout un tas de gadgets qui ont été créés. La voiture en elle-même, avec les flammes, la MC Pacer, tout ça, voilà. Pareil, quand ils vont dans le restaurant, Benjamin les invite au restaurant pour signer les contrats. Et tu sais, l'espèce d'immense cocktail qu'on leur ramène et tout ça aussi, les accessoires. C'était un boulot de dingue. Dana Carvey a basé le personnage de Garth sur son petit frère. Ok, sympa. Dans sa façon de s'exprimer, à parler comme ça avec la bouche en coin et tout. Et il disait que lui-même, c'est une sorte de MacGyver qui fabrique ses propres gadgets, en fait. J'espère qu'il a grandi, le frère en question. Oui, je trouve ça génial. Et donc, Dana Carvey, il disait qu'il a eu une grande influence sur les différents acteurs du film. Rob Lowe, donc celui qui interprète Benjamin, il l'a entraîné à faire une sorte d'imitation du producteur du film, Lorne Michaels, et qui produisait aussi le Saturday Night Live. Et donc il disait que Rob Lowe a utilisé certaines de ses imitations dans les scènes du film, donc ça c'est assez drôle, je trouve. Il joue un producteur, il imite le producteur du film. Et Dana Carvey a aussi une grande influence sur Mike Myers, qui allait... En fait c'était son premier film à Mike Myers. Il avait fait donc des sketchs et tout, mais c'est son premier film. Et Mike Myers lui rendait hommage dans une interview. Il disait que Dana Carvey lui a montré comment retransmettre le fun à l'écran en fait, dans l'interprétation du personnage, s'amuser pour que ça transparaisse à l'écran. Il dit ça, je le dois à Dana parce que c'est lui qui m'a expliqué ça. Mais on sent que c'est quand même une équipe de potes. Ça transpire dans le film, tu le vois. Ils se sont marrés pendant le tournage. Et celui qui interprète Benjamin, donc Rob Lowe, moi je l'avais découvert avant dans un film qui s'appelle Young Blood. D'accord. Où il joue un hockeyeur. Il est bon, hein, parce que mais complètement, il est crédit complètement par le côté très beau gosse, très soigné, Bon, en tout cas, voilà, c'est un film, franchement. Montrez-le pas à vos ados, du coup, parce que visiblement, il va ça prendra pas. Ça prendra pas. Bon, si vous êtes né dans les années 80, que vous avez vécu une partie de votre adolescence dans les années 90, vous devriez y trouver votre compte pour ceux qui l'ont pas vu.
Ceux qui ont vu le 1, regardez le 2, parce que pour le coup, c'est une des rares séries où je trouve que le 2, le 2 est très bon aussi. Aussi bon que le premier. Avec en plus des caméos de fou. Alors il y a Kim Basinger, Christopher Walken, Drew Barrymore. Ouais, du coup, vu que le premier avait marché, ils ont ramené plein de monde. Ouais. C'est ça, Heather Locklear, enfin Ah oui, l'Indien Zarbi à moitié à poil. Et l'Indien Zarbi à moitié à poil. Et Jim Morrison. Et Jim Morrison, qui était quand même difficile. Bon. Merci à tous de nous avoir écoutés et Gigatoff, Marie. Gigatoff, Kinou. Salut à tous.